Bienvenue et merci à vous de nous rejoindre il y a 31 ans, fin de clôture des travaux de la conférence nationale de 90. C'était un 28 février 90. Sans effusion de sang, mais non sans pression, les Béninois sont passés du régime révolutionnaire au régime démocratique. Une ère qui aura fait tache d'huile sur le continent et au-delà. Mais graduellement, l'engouement autour de ces acquis semble s'étioler. Célébrer le 28 février et ses acquis cette année par exemple, comme ce fut d'ailleurs le cas depuis peu, n'aura été une préoccupation que de quelques-uns, des seuls acteurs de l'opposition à prendre le devant de la scène cette fois-ci. Au sommet de l'État, silence radio. Conférence nationale de 90, un label vieux jeu ou authentique. Le sujet au menu de votre émission débat du jour est déjà sur ce plateau en notre compagne, Mathieu Avlessi, élément fondateur du Bloc républicain. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour Monsieur Etanji et bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre de Sika TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, Marcel Zoumanou, journaliste, il est analyste. Marcel Zoumanou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Alors, doit-on se fatiguer de se remémorer le 28 février? Une date, somme toute, historique. Monsieur Mathieu Avlessi. Oui, Monsieur Etanji, je pense quand même que l'histoire était tuée. Et je pense qu'avant même l'avènement de la conférence nationale, il faudrait voir qu'est-ce qui nous a amené à cette conférence. Donc c'est les modèles de gouvernance et les conséquences sur notre économie qui nous ont amenés à la conférence nationale. Je me rappelle, un peu avant la conférence, il y avait cessation de paiement des salaires dans ce pays. Cessation de paiement de salaire. Vous savez ce que ça veut dire. Et tout ça, c'est la conséquence de la gouvernance révolutionnaire. Donc la conférence nous a permis de redémarrer. Redémarrer, mais sur cette période de 90 à ce jour, vous allez me permettre de les séquencer en quatre parce que nous avons eu un 4 séries de gouvernance de 90 à ce jour. La première série de gouvernance qui avait commencé avec le général, avec le président Nsoglo, vous savez, à cette conférence, et ce qui a suscité l'engouement autour de la candidature du président Nsoglo, c'était son intervention. Son intervention, il trouvait qu'il allait faire rendre gorge aux Béninois qui ont pillé notre économie. Et ça, les Béninois étaient fiers d'entendre ce nouveau vocable. Mais voilà, chemin faisant, pendant 5 ans, on n'en a presque rien fait. Plusieurs commissions de vérification, mais pas de résultat. Pas de résultat. Et la classe politique a ramené le général Mathieu Kérékou. Général Mathieu Kérékou revient. Oui, sa gouvernance révolutionnaire a certainement évolué, mais nous n'avons pas évolué par rapport à la stratégie. Et donc la stratégie de gouvernance qui nous avait conduit à la conférence a évolué, mais ça n'a pas raté. On n'a pas fondamentalement évolué. On n'a pas évolué et en 2006, on nous propose un changement. On nous propose le changement. Les Béninois étaient fiers d'entendre que, voilà, maintenant, là, on va encore redémarrer. On va redémarrer. Puis, changement, le leader du changement a marché contre la corruption. Et juste après cette marche-là, s'est retrouvé dans la bague de la corruption. Il s'est retrouvé dans la bague de la corruption et puis la conséquence est là. Nous allons revenir sur les chiffres par la suite. Je présente d'abord le tableau pour revenir sur les chiffres par la suite. Et puis voilà, la conséquence, c'est que pendant 10 ans, on a fait ce que nous pouvons observer. Où je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez aller, comme exemple, vous pouvez aller dans le Borgou, la voie Ndali Kandi. Ce n'est plus aussi ce qu'on nous présentait. L'autre, n'en parlons même plus. Ndali Djougou, ça n'existe presque plus. Il y a combien d'années que ça a été fait? La conférence de 90, Monsieur Avlessi, quand on vous suit, c'est d'abord un enjeu économique. Tout à fait, parce que c'est différent. C'est la gouvernance de révolutionnaire qui a engendré la conférence. Pour qu'on ait un bon résultat sur l'économie. Parce que c'est ça, nous ne vivons que la conséquence de la gouvernance. Conséquences, avantages et inconvénients de la gouvernance. Donc voilà, c'est pourquoi je décrypte les gouvernances successives pour voir les conséquences sur l'économie et qui nous amènent au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Merci, on y revient en détail comme vous l'avez dit. Oui, Marcel Zoumanou, conférence de 90. Alors, une date importante à se remémorer. Oui, tout à fait. Et les Français n'ont jamais oublié la Révolution française de 1789.
Et je crois que les Américains oublient très peu la guerre de sécession. Je crois que la conférence nationale de 1990, c'est un acte fondateur de notre République, de la République du Bénin moderne. C'est vrai que le Bénin existait depuis des siècles, depuis des années, en tout cas tout au moins depuis 1960, ce qu'on a reconnu comme la République du Bénin existe. Pas 60, 58, ça c'est une erreur que beaucoup font, 58. Le Bénin existe en tant qu'État depuis 58, mais 90 marque le renouveau qui fonde la République nouvelle, le Bénin nouveau que nous connaissons depuis a commencé en 90. Et donc pour moi, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier parce que M. Avlessi disait tout à l'heure qu'avant 90, tout le monde sait ce qui s'est passé dans notre pays. On était dans un régime totalitaire. Et en plus du fait qu'on était dans un régime totalitaire, il n'y avait pas possibilité d'être libre, d'avoir des opinions. Mais le régime totalitaire a engendré une crise économique qui a fait que beaucoup de Béninois n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et je crois que c'est la conséquence de cette crise économique qui est venue s'ajouter à cette crise politique qui a déclenché ce que j'ai pu appeler les mouvements d'humeur qui ont engendré ou bien qui ont amené le président Kérékou à convoquer la conférence nationale. On ne peut pas l'oublier parce que si vous regardez l'histoire même de l'Afrique, la conférence nationale a influencé fortement l'histoire politique de l'Afrique. De quel point de vue ? Vous n'êtes pas sans savoir que la conférence nationale a eu lieu en 90 et que le discours de la Baule, dans lequel le président François Mitterrand disait que désormais la France sera beaucoup plus regardant envers les pays qui font l'effort de démocratisation et donc serait moins regardant envers les pays qui ne feront pas cet effort. Et donc après, il y a eu une vague de démocratisation dans la plupart des pays africains qui étaient dans des régimes totalitaires. En tout cas, ce qu'on appelle la démocratie à l'africaine, entre griffes, a commencé à partir de 90 et la conférence nationale de février 90 a influencé beaucoup de pays et beaucoup de pays ont imité le Bénin, que ce soit le Niger, le Congo, je crois 3 ou 4 pays comme ça, je n'ai pas les autres pays en tête, mais je me rappelle du cas du Niger, du Congo, qui ont aussi fait des conférences nationales pour se mettre dans la danse de la démocratie. Donc pour moi, cet événement n'est pas oublié, il est un acte fondateur de notre République et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Et chacun y va à sa façon. Mais l'histoire aura fait remarquer, avant de revenir à ces 4 grandes étapes que vous avez énumérées, que depuis un certain temps, c'est beaucoup plus les acteurs de l'opposition qui en font une préoccupation et qui pensent qu'il faut y accorder du temps. Des journées de réflexion s'enchaînent, cela ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si attachant ou de si intéressant pour les acteurs de l'opposition? Pas pour tout le monde. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de truc qui est lié fondamentalement à la gouvernance. Qui parle de gouvernance parle de politique. Et donc, ce n'est qu'il y a de raisons que des politiciens aujourd'hui qui ne sont pas aux affaires s'intéressent à cette activité ou bien à cet événement pour trouver qu'il y a quelque chose qui se fait mal. Et donc, une façon pour eux de se mettre en scène pour venir prendre leur part. Vous le voyez dans une récupération, c'est ça? C'est simplement ça. Et je présentais le tableau pour dire que, oui. Voilà, lorsqu'on vient de quelque part, il faut savoir d'où on vient. L'histoire est têtue. Et quand on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile de savoir vraiment où on va. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir vraiment où tu vas. Tu navigues à vue. Et donc, en parlant des gouvernances successives et les conséquences de ces gouvernances sur l'économie, je dis, nous sommes donc venus en
en 2016 avec la gouvernance qui est en cours et que les gens décrivent en ce moment, pour remarquer que voilà, ce modèle de gouvernance au moins prône une certaine l'éthique dans la gouvernance. L'éthique dans la gouvernance et une certaine probité dans cette même gouvernance-là. Avec que là, il y a 2 semaines en arrière, quelques semaines en arrière, vous aviez suivi les épisodes relatifs avec la criette des gens proches du pouvoir et qui se sont retrouvés à Misrité. Je ne vais pas appeler de nom. Vous savez, ça c'est déjà un assainissement qui remonte à la terminologie du président Soglo, faire en gorge. C'est ça qui a manqué. Et ça qui a manqué, c'est on en est encore là. On trouve que oui, c'est un non-événement, un événement 90. 90 ne saurait être un non-événement. 90, c'est un autre point de départ pour le Bénin. Le Bénin existait, comme l'a dit mon ami en face, mais 90, c'est un autre départ. Et on doit partir de là pour évaluer. Et c'est pourquoi je dis économiquement, nous allons évaluer un peu la progression. Donc, qui sont les conséquences des gouvernances successives de tout au moins de 96, je ne sais quoi, à ce jour. Ok. Marcel Zoumenou, je vous reviens par rapport à la question que j'ai posée à M. Avlessi. Pourquoi ce grand intérêt des politiques, surtout de l'opposition, à cette conférence? Bon, en écoutant M. Avlessi, j'ai souri un peu. Je me demande si ce qu'il vient de dire ne va pas lui créer des problèmes. Comment ça? Parce que j'ai l'impression que lui et l'équipe gouvernementale, je vais dire, ceux qui dirigent notre pays actuellement, n'ont pas forcément la même lecture des choses. J'ai compris, en analysant un peu le comportement du gouvernement actuel, que la conférence nationale de février 90 n'est plus une référence pour le gouvernement, n'est plus un référentiel. C'est-à-dire, le référentiel, c'est l'étape à partir duquel vous avez décidé de faire les choses autrement. Et je le dis parce que de 2016 à ce jour, je n'ai pas vu un seul acte, une seule décision prise par le gouvernement actuel, ne serait-ce que pour rappeler aux Béninois février 90. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'ai suivi, je n'ai pas vu. Je me rappelle que l'année dernière, l'Association béninoise des droits constitutionnels, dirigée alors par le professeur Joël Aïvo, avait organisé un colloque international auquel la plupart, le ministre de la Justice, Séverin Maxime Kelom, et il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Je crois que tous les Béninois doivent faire attention aux discours qui sont tenus. Il a dit que le dialogue politique de 2019 constitue, en tout cas pour le gouvernement, pas pour moi, le 3e acte fondateur de l'histoire politique du Bénin. 3e acte fondateur après les indépendances et après la conférence nationale. Qu'est-ce que vous aurez Ça veut dire que le nouveau référentiel du gouvernement, c'est le dialogue politique. C'est aussi simple que ça. Et vous allez comprendre, parce que c'est le dialogue politique qui a donné naissance à la révision de la Constitution. Qu'on le dise ou non, cette Constitution révisée a touché à une 40aine d'articles et a modifié de façon fondamentale l'architecture et politique de notre pays. En tout cas, c'est cette nouvelle Constitution qui a amené et le parrainage et le poste de vice-président qui n'existait pas. Et il y a beaucoup d'autres choses que cette nouvelle Constitution a amené. Donc je dis, c'est ce dialogue politique de 2019 qui a amené cette nouvelle Constitution et qui a amené la lecture, la relecture du code électoral. En tout cas, le code électoral avait été voté en 2018 et a été relu en 2019. Et donc, j'ai compris que pour le gouvernement actuel, 90, c'est trop vieux. Ils ont juste déplacé le référentiel de 90 à 2019. Et je n'ai pas été surpris d'entendre un des acteurs du pouvoir actuel dire que la conférence nationale est un poison. Peut-être qu'il ne fait que trahir un discours qui se tient dans des cercles un peu plus fermés. Mais quand vous écoutez le chef d'État lui-même, je voudrais inviter les Béninois à faire attention à son discours. Et vous devez comprendre que de plus en plus il transparaît dans les discours du chef de l'État qu'on veut diminuer moins
qu'on veut diminuer la dose de la démocratie pour faire un peu plus de développement. En fait, c'est un concept qui évolue, qui existe, où on dit plus on fait de démocratie, moins on se développe. Moins on fait de démocratie, plus on se développe. C'est un concept qui existe à l'international, défendu par certains lobbies, par certains courants. Mais moi, j'ai jamais été d'accord avec ce concept. Mais je crois que c'est ce concept qui est, à mon entendement, un concept que le gouvernement a décidé d'appliquer. Et vous voyez que tout ce qu'on observe depuis, c'est de réduire de plus en plus les champs de liberté, c'est de réduire de plus en plus les fondamentaux de la démocratie. Et voilà, et donc moi, je n'ai pas été sûr. C'est un changement de référentiel et il faut que les Béninois comprennent ça. Quand vous parlez de fondamentaux de la démocratie, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à tout ce que nous connaissons. Les fondamentaux de la démocratie, c'est la liberté d'opinion. Montesquieu a dit que la liberté d'opinion est une liberté fondamentale. C'est la première liberté qui doit même exister. La liberté d'opinion, c'est l'indépendance des pouvoirs. Parce que l'un des principes de la démocratie, c'est que les pouvoirs doivent être indépendants. Je parle du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Je ne sais pas si vous faites attention à l'Assemblée nationale actuelle, si vous avez vu dans ces actes une once, un petit indice d'une institution qui est vraiment indépendante. Aucune commission d'enquête parlementaire, très peu de questions orales, très peu de questions écrites qui titillent le gouvernement. Et quand vous voyez le président lui-même dans sa posture, c'est un Béninois de l'extérieur qui a attiré mon attention sur un de ses discours tenus en déplacement dans un pays de l'Afrique, où, tel qu'on le voyait, il parlait comme un ministre du gouvernement. Et donc, l'indépendance des pouvoirs, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir judiciaire, ne sont plus garantis. La liberté d'opinion n'est plus trop garantie. Et puis tous les autres leviers de la démocratie sont en train d'être saccagés. Et tout récemment, le président Robert Dossou a dit que il a été très péremptoire, on n'est plus en démocratie. Moi, je ne serai pas assez péremptoire comme lui, mais je crois que le gouvernement a fait l'option de réduire de plus en plus les champs et les leviers fondamentaux de la démocratie. Oui, monsieur, si vous avez pris pas un pan, votre vis-à-vis a pris pas l'autre voie avant d'y arriver. Est-ce que cette question qui revient quand même avec insistance, ils sont un certain nombre, les Béninois, à dire que les fondamentaux de la démocratie n'existent plus. C'est votre regard? Je pense que nous sommes à bord d'une voiture que nous conduisons et nous avons nous rivé sur le rétroviseur. Nous allons droit au mur. Dans la posture. Alors le retrouver, c'est 1990 non, nous allons droit au mur. Et c'est pourquoi il faut évoluer. C'est vrai qu'il ne faut pas nier l'existence de 1990 dans notre histoire. Mais ce qui était prévu en 90, qu'est-ce qu'on en a fait pendant 30 ans? Ou bien pendant 28 ans avant l'avènement du président et du président Talon. On n'en a rien fait. S'il te plaît, monsieur. On a fait de ça une démocratie qui faisait du Bénin un pays phare dans le monde entier. C'est votre point de vue, monsieur Zoumenou. C'est votre point de vue parce que nous avons vu ici des présidents de la République traiter notre démocratie de Nescafé. Je l'ai toujours dit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'allait n'était bon dans ce qui se faisait. Corrigeons. Et corrigeons, il y a le dialogue politique. Et qui est un nouveau référentiel. On n'a pas de raison, de ne pas prendre ça pour une autre référence. Joël, je voudrais que tu constates avec moi que mon vis-à-vis, monsieur Avlessi, il s'est dédié sur le plateau. Non, je ne me dédie pas. Je me dédie pas parce que je dis tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'on ne peut pas oublier 90. On ne va pas oublier 90. On est avec moi que la conférence nationale n'est plus un référentiel. On n'oublie pas 90, mais ça ne peut pas toujours rester référentiel. Pourquoi 60 n'est pas référentiel? Pourquoi on a laissé tomber 60? Pourquoi on n'a pas parlé des sous-migrants à Piti? Il faut évoluer. Et si on ne veut pas évoluer, c'est qu'on fait du surplace. Moi, je pense que mon pays ne fera pas du surplace. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi juste lorsque, de façon péremptoire, vous dites cette démocratie ne nous a rien apporté? Oh oui, parce que j'ai dit je vais aller vers les chiffres. Hein. Et là, j'espère que vous allez me donner le temps d'aller vers les chiffres. Pourquoi pas? De façon évolutive pour nous rendre compte. On va aller vers les chiffres parce que vous parlez économie. Mais alors, ce qui est présenté, il n'y a pas de gouvernance sans économie, c'est la gouvernance qui est présenté, voilà, comme les fondamentaux de la démocratie, vous les partagez? Vous savez, nous sommes dans un pays de bavardage.
Le Bénin? Nous sommes dans un pays où on bavarde beaucoup, mais on n'agit pas. Et c'est ça, nous avons quelqu'un qui agit maintenant et ça nous gêne. Nous voulons bavarder. Le maître Robert Dessous, son époque est dépassée. Il faut qu'il reconnaisse que là, les vérités qu'il incarnait dans le temps là ont évolué. Aujourd'hui là, mettez-le devant un appareil, devant un ordinateur. Quelle réaction il aurait par rapport à un enfant de 15 ans? Il ne peut pas. Il ne peut pas réagir comme un enfant de 15 ans. Qu'il reconnaisse que les choses évoluent et donc les vérités qu'il a gérées jusqu'en 90 et un peu après sont dépassées aujourd'hui. Le monde est dynamique. Oui. Parlant de liberté d'expression, est-ce que pourtant dans la modernité... Vous avez suivi M. Zoumenou maintenant qui trouvait que le président Talon, dans une intervention, se comportait comme un ministre de la République. Ça, non, pas ça. J'ai parlé du président de l'Assemblée nationale. Bon, l'un dans l'autre. Ça veut dire que c'est la maîtrise de tout ce qui se fait dans le pays par un acteur d'un niveau donné de la gouvernance. Lorsque vous ne savez pas ce qui se fait, vous allez où? C'est qu'il le fasse. Et qu'il s'approprie les données, les informations sur un ministère qu'il aille présenter, c'est tant mieux pour le Bénin. C'est la preuve que nous gérons mieux notre pays. Alors, très rapidement, sur la question de séparation de pouvoir entre les institutions, votre vis-à-vis dit que c'est un élément caractéristique de la vitalité démocratique. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, vous croyez? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de séparation de pouvoir. Vous êtes journaliste. Regardez, nous sommes ici. Nous tenons un dialogue contradictoire. Et ce qu'il dit, vous entendez. Ce que vous dites, je dis, vous entendez. Moi, je suis de la mouvance. Je ne m'en cache pas. Mais pour autant, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas liberté d'expression parce que M. Zoumenou est en train de dire autre chose que ce que je dis en ce moment. C'est ça. Ça, c'est déjà une preuve. Alors, il y a liberté d'expression. Et ce n'est pas que sur ce plateau. Les réseaux sociaux, ça passe, non. On charge tout le monde. Bon, et moi personnellement, vous savez que les gens de l'autre côté là, quand mes enfants vont sur les réseaux sociaux, ils disent mais papa, tu vas pas arrêter cette affaire là parce que ça me charge. Je ne réponds pas parce que je dis c'est ça ce qu'ils savent faire les Béninois, bavarder, se mettre dans une posture de voilà c'est l'autre qui fait mal. Moi je dis pas que ce qu'ils font c'est mauvais. Ça c'est leur point de vue. Je leur concède, mais qui me concède aussi mon point de vue. On va aux chiffres rapidement. Oui, allons aux chiffres, chers amis. Je disais donc que, parlant des gouvernances successives, nous sommes venus donc avec l'avènement du président Talon en 2016. Oui. En 2016. Et puis, parlant des chiffres, de 2016 de 2000, je vais prendre seulement de 2009 jusqu'en 2016, parce que quand on va remonter à 2007, en 96 par exemple, ça va faire très lourd pour les Béninois. Et là, ma référence c'est quoi? C'est les statistiques financières. La statistique financière sur les recettes et les dépenses dans notre pays. En 2009, nous étions à 575,80 milliards de recettes pour des dépenses qui s'élevaient à 805,40 milliards. 2010, 603 milliards pour des recettes pour des dépenses de 702 milliards, 702,2. 2011, progressivement jusqu'en 2016, 2015, allez dire, 2015, nous étions à 819 milliards pour des dépenses de 1242 milliards. Des recettes de 819 milliards pour des dépenses de 1242 milliards. À partir de 1996, donc, de l'avènement du régime du président Talon, en 1996, nous étions, ça n'a pas évolué parce qu'il y avait les réformes, à 745,68 milliards de recettes pour 1086 milliards de dépenses. 2017, 944 milliards de recettes pour 1318 milliards de dépenses. Et 2018, je vais m'en arrêter là, 1028,61 milliards de recettes pour 1303 milliards de dépenses. Vous avez vu, dans cette progression, vous pouvez constater qu'en 10 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, le Bénin a progressé. Sous le régime, donc, généralement sous le régime Yahi, on a progressé de 243 milliards. Mais en 3 ans, de 2016 à 2018, je ne suis pas en 2017, 2016 à 2018, nous avons progressé de 282,91 milliards.
Voilà un peu ce que fait le régime Talon. Et qu'on ne dise pas ça. Et qu'on se dise liberté de ci, liberté de ça. Nous voulons quoi? Nous voulons manger ou bien nous voulons pas manger. Nous voulons vivre, nous voulons pas vivre. Nous voulons pas du mieux pour nos enfants. C'est les chiffres. C'est ça qui fait vivre le pays. Monsieur Avlessi, merci pour les chiffres. Mais est-ce que vouloir vivre et manger reste un handicap pour les questions de liberté que, décidément, ils sont un certain nombre de Béninois à réclamer aussi? Ils sont combien par rapport à nous? Vos chiffres renseignent sur combien de ceux-là qui disent liberté et autres? Merci de me prendre à compte-pied comme ça, mais je crois quand même que ça là, nous sommes Béninois. Et je suis allé sur le site de notre ministère des Finances pour avoir des documents dans lesquels, ce n'est qu'hier, quand c'était entendu pour que je vienne, que j'étais allé chercher quelques éléments. Je ne suis pas allé très loin, parce que si ce n'était qu'un débat, tous les Béninois pouvaient aller sur ce site-là, s'informer, pour se rendre compte qu'il y a liberté d'expression, parce que je suis allé librement sur ce site pour prendre ces informations-là. Ceux qui sont là, qui disent qu'il n'y a pas de liberté, ils pouvaient aller sur le site-là pour se rendre compte que la gouvernance actuelle fait du mieux par rapport à ce qu'on a vécu de 90 à 2016. Donc aujourd'hui, pour vous résumer, dites à ces Béninois qui s'interrogent sur la question de leur suivi, leur pain quotidien, oui, et ensuite sur les questions de liberté. Qu'avez-vous à leur dire sérieusement? Il faut manger d'abord avant de parler de liberté. Et le gouvernement a l'obligation de nourrir ses enfants. C'est la première obligation d'une gouvernance, c'est nourrir ses enfants. Et la gouvernance actuelle travaille à nous nourrir. Mais quand on sera bien nourri, on pourra davantage apprécier nos libertés pour vraiment les réclamer. Donc, chers Béninois, mangeons d'abord et vivons après. Oui. Le message vous a aussi adressé. Oui, merci. Bon, je ne sais pas, mais apparemment, tu as fait un dialogue avec M. Avlessi qui a pris plus de 7 minutes. Vous avez la parole, vous aurez votre temps, ne vous en faites pas. Autant de temps, mais je voudrais commencer par déconstruire ces discours qui présentent chaque fois des chefs de l'État en exercice comme ceux qui veulent sauver le Bénin ou qui veulent développer le Bénin. Ça a commencé sous le président Yahi, où on entend de plus en plus des gens qui viennent à la télé pour dire qu'il a fait plus de routes, plus que tous les Béninois de 1960 à 2006 quand il prenait le pouvoir. C'est sous Yahi j'ai entendu pour la première fois ce genre de discours. Et plein d'autres choses. Mais je crois que sous le président Talon, qui est beaucoup plus dans l'élégance dans le discours, ce genre de discours allait s'arrêter. Mais j'ai compris que c'est sous le président Talon que ce genre de discours ont connu un peu plus d'escalade. Et moi, ça me fait de la peine. Pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que je ne connais pas un seul président depuis 1960 qui n'ait rien fait. Je n'en connais pas. Et je suis prêt à faire le débat avec quiconque qui, dans nos présidents, est venu au pouvoir, même ceux qui ont fait quelques mois et qui n'ont rien fait. Quand vous prenez Cotonou aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on attribue au président Manga. Le CNHU, par exemple. Quand vous prenez le président Kérékou, pendant les années de la Révolution, mais beaucoup de gens critiquent Kérékou en disant, oui, il avait le régime révolutionnaire, et on lie l'échec économique au président Kérékou. Je voudrais dire ici que c'est faux. Quand vous regardez Cotonou, toutes les grandes places, les grands monuments, les grandes infrastructures qu'on a ont été construites sous le président Kérékou. Les grandes places qu'on a à Cotonou ont été construites sous le président. Le stade de la Mété, le palais des sports qui est en face de nous ici, et beaucoup de choses à l'intérieur du pays. Je voudrais que ce genre de discours cesse, qu'on soit dans une démarche de continuité. Un président vient, il fera quelque chose. Un autre va prendre et va continuer. La preuve, quand le président Talon a voulu faire les routes, il n'a plus repris les routes qui étaient déjà là. Au moins, on avait déjà des goudrons avant que le président Talon ne vienne. Il a complété. Et il fait beaucoup de choses de façon merveilleuse. Mais je souhaite que ce genre de discours ne compromet même pas ses actions. Parce que, à force de parler comme ça, les Béninois ont quand même vu qu'il y avait des échangeurs ici, qu'il y avait quand même des routes. Bon, moi, quand je quitte ici, je vais à Parakou, même si à certains endroits, c'est sur des goudrons, nous passons. Quand je vais chez moi, à Porte-Novo, je passe sur du goudron. Un peu partout, quand je vais à Lokossa, je passe sur du goudron. Un peu partout dans le pays. Et ça, c'est le président Yahi qui a fait ça. Donc, ce genre de discours qui présente
les anciens présidents comme ceux qui n'ont rien fait et présenter celui qui est là. En tout cas, je l'ai observé à partir de Yahi. Comme c'est lui seul qui veut développer le pays, je pense que c'est un discours qu'il faut déconstruire parce que ce n'est pas bon pour le pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai, c'est un exploit pour un président de faire des infrastructures, de faire tous ces trucs. Mais je dois dire qu'il ne le fait pas avec son salaire. Comme quelqu'un l'a dit quelque part, quand tu remercies, quand tu applaudis un président qui fait des infrastructures ou bien qui fait des choses, c'est un peu comme tu applaudis un distributeur automatique de te retourner l'argent que tu as mis là. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts. Et le président Talon fait beaucoup d'efforts, surtout en matière d'infrastructure. Moi, je dois le reconnaître. Mais une fois encore, il ne le fait pas avec l'argent qui sort de sa poche. S'il le fait une fois avec l'argent qui sort de là, qu'on nous dise que telle infrastructure a été construite avec l'argent propre du chef d'État. Et moi, je serai le premier à faire une déclaration pour le remercier. Alors, si ce n'est qu'avec nos propres ressources, puisque nous payons tous des impôts. Monsieur Avlessi sait que depuis 2016, les impôts ont augmenté là, et il y a beaucoup plus de pression. Donc, c'est l'argent de nous tous qu'on collecte. C'est avec cet argent qu'on est en train de faire les infrastructures. Et puis, troisième élément, et c'est spécifique au gouvernement actuel, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre que tout ce exploit sur le plan économique, je reconnais qu'il y a exploit, a été fait en si peu de temps et que dans la même période, les dettes de notre pays ont presque été multipliées par 10. En tout cas, on a levé des fonds de près de 4 000, 5 000 milliards. C'est extraordinaire au Bénin. Et quand j'entends le président parler, c'est que on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que si on prête autant d'argent au Bénin, c'est que le Bénin a la capacité de rembourser. Je dis bravo. Mais il faut aussi insister que ceux qui prêtent de l'argent, c'est forcément celui qui a un problème. Ou bien c'est tous les pays du monde qui se sont développés qui ont prêté de l'argent. Je ne suis pas sûr. Je peux donner tout au moins l'exemple de la Libye, qui avait atteint un niveau de développement assez évolué sans avoir fait des prêts. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est à l'aise, je prends l'exemple d'un individu, quelqu'un qui a un bon salaire, vous êtes à côté de lui, il vit bien, il a une belle voiture, ses enfants vont dans des écoles de riches, tout ça. Mais à la fin de mois, chaque fois que il va voir celui qui est à côté de lui pour aller demander, je veux près de 50 000, je veux près de 100 000. La personne va se poser des questions. Elle se dit, mais est-ce que ce monsieur est pour autant heureux qu'il nous présente? Alors moi, je me pose la question, si on arrive à faire tous ces exploits, qu'est-ce qu'ils ont amène à prêter autant d'argent? Puisque j'ai constaté que le taux et la fréquence des prêts ont été beaucoup plus importants. Ça, je ne suis pas économiste, je fais une analyse logique pour comparer les choses. Les économistes pourront m'expliquer. Mais moi, ça me pose un problème de logique. Et donc, je voudrais que M. Avlessi relativise tout ce qu'il a dit là. Et pour finir, je voudrais insister sur la lutte contre la corruption. Là aussi, je dirais que tous les présidents ont fait des efforts. En tout cas, les deux derniers, que ce soit Kérékou, que ce soit Yahi, ont fait des efforts. On oublie très vite au Bénin, on oublie que c'est sous le président Kérékou qui a l'affaire des frais de justice criminelle, pour lesquels on a radié des magistrats. C'est sous le président Kérékou que ça a eu lieu. On oublie que c'est sous le président Kérékou qu'on a arraché la Sonacop à Fagon. Fagon était pourtant son ami. On oublie que c'est sous le président Yahi que beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de dossiers, beaucoup ont été arrêtés. Et donc, les efforts que les présidents, chacun des présidents fait, je crois qu'il faut les saluer, même si moi-même je reconnais que les efforts n'ont pas été faits tels qu'on l'aurait souhaité. En tout cas pour le président Yahi. Maintenant pour le président Talon. Moi je dis bravo quand je vois qu'il frappe dans son propre camp, je dis bravo. Mais je voudrais donner deux exemples qui m'amènent à douter parfois de la sincérité de la lutte contre la corruption. On a dit ici dans ce pays qu'il y a un jeune homme qui est parti avec 4 milliards, tantôt 14 milliards, tantôt 40 milliards. Même pas un petit message, ni du gouvernement, ni de la justice pour éclairer les Béninois.
moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème et je me demande si, sur certains dossiers, on ne choisit pas de ne rien faire, soit à cause des liens qu'on a avec les personnes impliquées ou à cause de leur position. Moi, je me pose des questions. Deuxième exemple. Je vais donner deux exemples de dossiers. Pourquoi l'affaire des machines agricoles n'a jamais connu de choses? Le président Talon a aujourd'hui tout en main, il a le pouvoir, il a la criette de régler ces problèmes. Pourquoi l'affaire des machines agricoles n'a jamais connu de choses? Pourquoi ceux qui ont pris des marchés, je peux vous dire qu'il y a des députés actuellement de la mouvance présidentielle qui font partie des adjudicataires. Pourquoi ceux-là n'ont pas été poursuivis? C'est un dossier de mauvaise gestion, non? C'est un dossier de prévarication. Et pourquoi enfin, pour donner le dernier dossier, pourquoi ceux qui sont impliqués dans l'affaire de l'eau, pour utiliser le terme PPA 2, n'ont pas été poursuivis? Je ne cite que ces 3 dossiers. Je ne dis pas que le chef d'État ne fait rien. Je viens de louer ici, qu'il frappe dans son programme. Moi, je trouve cela extraordinaire. Mais je trouve que certains dossiers ont été classés. Moi, je trouve ça bizarre. Alors, et sur ces dossiers, je voudrais qu'il y ait plus d'efforts. Je voudrais que le gouvernement nous montre qu'on n'est pas dans une lutte contre la corruption à double vitesse. Merci. Alors, Marcel, oui, vous n'allez pas finir sans faire l'apport entre le développement et la question de liberté, comme que votre vis-à-vis évoque. Non, je dirais simplement que les deux vont de pair. Monsieur Avlissi a dit, il souhaite des hommes qui mangent bien, mais qui ne sont pas libres. Mais moi, je souhaite voir des Béninois qui mangent bien, qui sont libres. Ils seront plus épanouis et ils vont mieux contribuer au développement. Mais s'ils mangent bien, ils ne sont pas libres. On a vu dans certains pays, je donne toujours l'exemple de la Libye, où on nous a dit qu'ils avaient ce que vous appelez PIB par habitant, l'un des plus élevés du monde. Mais ils ont tous applaudi la destitution, la déstabilisation de Kadhafi, parce qu'ils n'étaient pas libres. Les Libyens étaient bien heureux, mais n'étaient pas libres. Donc je souhaite que le gouvernement travaille sur ces 2 leviers-là, et pour que les Béninois soient à la fois bien rassasiés et bien libres. Vous l'avez constaté aussi, je l'ai promis, je l'ai fait, il n'y aura pas de dialogue sur le plateau, vous avez votre temps d'intervention. Seulement que je n'ai pas fait cette minute. Merci. Merci. Non, moi je pense que je remercie M. Zoumenoua et vous savez que je ne suis pas l'homme à tout applaudir. Ça, c'est pas moi ça. Et tous les dossiers que vous avez évoqués, moi j'ai dit j'attends que le gouvernement que j'accompagne à travers ce que je fais là nous réponde. Le dossier de l'enfant, du garçon, comment on l'appelle déjà là, Adomano. Non, je dis je ne suis pas à l'aise que ça se passe comme ça, que ça se passe sous silence. Mais j'espère que tout est procéduriel. Donc la procédure doit être en cours par rapport à ça. Et s'il en est ainsi, laissons les choses se faire dans les règles de l'art. On espère et on attend. Je remonte aussi vers les dossiers PPA2 parce que tu les as évoqués, dossiers ci et ça. Et d'ici ces dossiers, on veut avoir des réponses. Je veux avoir aussi des réponses. Ça, c'est du Bénin qu'il s'agit et la gouvernance du Bénin. Lorsqu'il y a des gens qui ont mal fait à un niveau donné, je veux savoir, je veux avoir la vérité. Est-ce que c'était du faux ce qu'on me disait? Est-ce que c'était vrai? Je veux savoir. Et ça, je suis d'avis avec M. Zoumenoua. Mais de l'autre côté, que M. Zoumenoua trouve que, voilà, tous les présidents, je n'ai jamais dit que tous les présidents n'ont rien fait. Mais je veux constater qu'en 10 ans, nous avons connu, le niveau de recettes est passé, nous avons connu une croissance de 243 milliards. Mais en 3 ans, nous sommes à 282 milliards. Vis-à-vis dit qu'il n'est pas économiste, c'est vrai. Non. On va laisser le débat aux économistes. Aux économistes qui viendront les faire ici. Je suis d'accord. Mais déjà ça, moi je ne suis pas aussi économiste. Ça, c'est une question de logique. Si en 10 ans, les gens font ce chiffre-là de 223 milliards de recettes, et qu'en 3 ans, on bat ce record-là, je dis non. Ça, c'est la célérité de ce qui se fait qui retient mon attention. Avec cette célérité. Et je dis, nous sommes en 2018. Où est-ce que nous en sommes en 2021? Je vais encore aller voir les chiffres. Regardez un peu. Est-ce que le Covid a ralenti un peu? Bon, c'est possible. C'est possible que le Covid les aurait affectés. Je reconnais que sur le plan économique, cette célérité que nous connaissons dans la recette, les recettes. Et c'est parce que il faut avoir des recettes pour faire des dépenses. Merci beaucoup. Faisant le lien avec lui par rapport au taux d'endettement. Vous avez suivi la dernière fois le ministre des Finances. Je propose, M. Avlissi, par rapport aux finances, on y reviendra. Vous permettez, de cette conférence de 90, il y a un acquis, dit-on, pas des moindres. Et j'imagine qu'ils seront nombreux à nous en vouloir si on n'en parle pas. Il s'agit de ce que beaucoup ont appelé
les fondamentaux politiques, des acquis politiques qui ont permis une certaine accalmie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? C'est à pérenniser sur ce plan-là où on est au bon niveau, il vaut mieux continuer là où on est. Je pense que jusqu'au dialogue politique, ce qui prévalait, c'était les partis de quartier, de maisons, de famille. Et ça ne pouvait pas nous amener très loin. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est un processus. Je ne dis pas que ça ne saurait nous satisfaire. Mais c'est déjà un élan de correction des travers dans lesquels les hommes politiques versaient. Et si on ne parvenait pas à tenir un peu ça, je crois que monsieur Etanji, il y aura les partis de chaque famille dans ce pays. Et là, tout le monde serait parti politique. Le climat politique actuel Le climat politique actuel, non, c'est un processus parce qu'il n'y a pas d'omelette, il ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Lorsque on demande aux gens de quitter vos habitudes pour de nouvelles habitudes, c'est toujours difficile. Donc c'est un peu ça. Je concède aux uns aux autres les difficultés à se mettre en phase avec ce qui se fait actuellement. Marcel Zoumenou, sur le plan politique. Non, sur le plan politique, je crois que vous allez parler du multipartisme intégral, qui était l'une des décisions phares sur le plan politique de la conférence nationale. On a expérimenté le multipartisme intégral de 90 jusqu'en 2018, je crois. En tout cas, le nouveau code est entré en vigueur en 2018. Et on a vu effectivement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de partis. Mais avant qu'il y ait le code, et je le dis toujours, qu'il y ait le code, le code électoral de 2018 qui a été modifié en 2019, il y a eu le code de 94, je crois, qui... l'une de ces dispositions, le code ou bien la charte, je crois que la charte, qui disait que quand vous êtes parti politique, vous ne participez pas à des élections. Je crois que le nombre a été fixé à 2 ou 3. Le ministère de l'Intérieur vous élimine. En tout cas, votre parti sera, l'autorisation qu'on vous a donnée sera annulée. Si on avait appliqué cette décision, on constaterait que les 200 et quelques partis qu'on crie pour dire que c'est trop, on viendrait peut-être à 30 ou à 40. Et le champ serait beaucoup plus éclairci. Et si on veut faire d'autres réformes, on veut toucher à d'autres choses, on partira de cela pour améliorer ce qui est là. Moi, j'ai l'impression, et ça, c'est pas lié au président Talon, que de façon générale au Bénin, quand on est dans un système de perpétuel recommencement, quand on vient, on pense que tous ceux qui ont pris par là ont fait forcément du mauvais truc. Et ça a fait que, même en 90, quand on devrait abandonner la révolution pour entrer dans la démocratie, il y avait beaucoup de choses dans la révolution qui étaient positives, qu'on a dû jeter. Tout à fait. Parce que moi, j'étais petit, mais le sens du civisme qu'on a observé pendant la révolution, on ne le sait plus aujourd'hui. Le sens de citoyenneté qu'on observe sous la révolution, on ne l'observe plus aujourd'hui. Et je voudrais rappeler qu'au temps de la révolution, toi, moi, on pouvait battre campagne et être député. Parce qu'on n'avait pas besoin d'argent. Ça, c'est la démocratie qui a amené les fortunés, les bourgeois à entrer en politique. Parce que de plus en plus, il faut faire sortir l'argent. Ça, c'est les perversités de la démocratie. Et moi, je crois que les réformes qui devaient être faites, c'était dans ce sens-là. Il faut réduire ou bien enlever l'influence, le rôle de l'argent de la politique au Bénin. Et permettre à des gens qui n'ont peut-être pas des millions dans le compte, mais qui ont de bonnes idées d'aller faire leurs expériences. Et ça nous éviterait d'avoir une classe politique composée en majorité d'hommes d'affaires, d'anciens douaniers à la retraite, mais beaucoup plus des intellectuels, des gens qui ont des convictions pour aller défendre leurs convictions en politique. C'est l'un des regrets qu'il y a eu du système de 90, et je souhaite que les réformes qui doivent être faites aillent dans ce sens. Mais je n'ai pas encore vu de réformes dans ce sens. Les réformes qu'on a observées aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir de façon forcée un nombre réduit de partis. Je dis de façon forcée parce que j'ai comme l'impression que c'est devenu une camisole de force. Au point où, quand vous allez voir le président Patrice Talon quitter le pouvoir, vous allez voir beaucoup de ceux qui sont dans UPBR, ils vont quitter et aller ailleurs. Parce qu'on ne les a pas préparés à être des gens de conviction, à adhérer à des partis par idéologie. Ils sont là parce que le chef d'État est là. Ça, c'est le parti du chef d'État. Si je suis là,
j'aurai moins de problèmes. Si je suis là, je peux prétendre à des postes. La plupart de ceux qui sont dedans, ils sont pour ces raisons-là. Merci Marcel, merci M. Avlessi. Oui, le temps qu'on va partir, je vous demanderai juste de conclure. Oui, je suis de l'avis de monsieur Zoumenouin pour dire que si la situation actuelle ne se pérennisait pas, la classe politique qui est là va tout détruire. Parce qu'ils n'ont pas leur compte dans ce qui se fait en ce moment. Donc, président Talon a raison de consolider ce qui se fait pour que demain soit meilleur pour nos enfants, pour que les Merci à vous, chers téléspectateurs. Il paraît que le temps est complètement parti, 100% mené. Le numéro du jour suit cette citation d'Aristote Onassis. C'est au cours de nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir apparaître la lumière. À très bientôt pour notre plateau de 100% mené.